Je vais vous parler un petit peu d'architecture GPU. Euh, donc l'idée, c'est de vous faire un petit historique, enfin pas trop long quand même parce que pour pas trop être en retard. Donc GPU, donc c'est Graphic Processing Unit. C'est ce qui a été utilisé à la base. L'idée, c'était de spécialiser le hardware pour faire de l'affichage, parce qu'il se trouve que l'affichage, ça demande quand même pas mal de calculs. Donc dans les années 80, on avait ce type de cartes pour faire du rendu. Et on a essayé de perfectionner les choses donc, dans les années 90, en 97, en 2005, on commence à avoir des GPU qui ressemblent à quelque chose. Et en 2011, on finit par avoir des architectures, alors pas modernes comme on les a maintenant, mais il y a quand même une trame sous-jacente là, c'est de dire on augmente le plus possible le nombre de cœurs de calcul pour gérer beaucoup de threads en même temps, parce qu'il se trouve que afficher un pixel, finalement, quand c'est un pixel, c'est pas très compliqué en termes de calcul, mais comme on a beaucoup de pixels, on veut faire beaucoup de calculs en même temps, et donc on utilise la bonne vieille technique des informaticiens, c'est-à-dire le copier-coller, et on fait ça pour du hardware. Alors parallèlement à ça, il y a des petits malins qui se sont dit, bah oui, mais moi en fait je veux pas faire de rendu, je veux faire du calcul. Et dans les années 90, quand ils ont développé, donc Pixar notamment a développé les shaders pour faire du rendu, il y a des petits malins qui se sont dit, bon, on va utiliser les shaders pour faire du calcul. Et ils ont commencé à faire du calcul. Et après, les constructeurs se sont dit, bon, on va peut-être faire des cartes un peu boostées pour faire du calcul. Donc là, en 2015, vous reconnaissez la K80 qui est sortie, la V100, la A100 qui est sortie en 2020, la H100 qui est sortie là, en 2022, et Ada Lovelace, qui est sorti en septembre l'année dernière. Donc là, tout de suite, une A100, on est sur plus de 6000 cœurs de calcul. Une H100, on est à plus de 8000. Et une Ada Lovelace, on est à 16 000, à plus de 16 000. Donc là, pour le coup, on a vraiment beaucoup de cœurs. Et du coup, c'est pas forcément trivial à programmer. Alors regardons un petit peu ce qui se passe là-dedans. Donc, on a de la mémoire. Donc beaucoup de mémoire. Sur les derniers GPU, on est plutôt à 40 ou 80 gigas de mémoire, ou une vingtaine sur les petites versions. Euh, Ensuite, on a ce qu'on appelle des streaming multiprocesseurs. Donc on pourrait voir ça comme un équivalent de cœur CPU, mais il y en a beaucoup plus. Et on a du cache. Alors il y a pas tout à fait le même système de cache que dans les CPU. Ça fonctionne un petit peu différemment, mais c'est la même idée, hein. On récupère des données de la mémoire qui est un peu plus lente, mais beaucoup plus grosse, et on les met dans le cache. Et après, on peut donner des données à traiter au streaming multiprocesseur. Alors regardons ce qui se passe là-dedans. Dans un streaming multiprocesseur, on a plein de cœurs qui font des calculs. Alors on appelle ça des cœurs, mais ça serait un peu l'équivalent des registres vectoriels qu'on a sur un CPU. Donc il y en a beaucoup. Alors après, ça dépend de l'architecture, mais globalement, il y en a entre 64 et 128 sur les GPU récents. Ça dépend de. Si on peut faire des infos. Streaming multiprocesseur, c'est le nom chez Nvidia. Oui. Chez AMD, ça s'appelle pareil ou pas? Non, chez AMD, ça s'appelle pas pareil, mais pour le coup, je sais plus comment ça s'appelle pour AMD, mais ça, Adrien le sait normalement. Donc vous poserez la. Exactement, voilà. Donc là, oui, ça c'est chez Nvidia. Ah bah pourquoi? Enfin voilà, chaque constructeur a sa manière de dire, mais bon voilà, l'idée c'est, vous pouvez voir ça un petit peu comme l'équivalent d'un cœur CPU, mais avec plus de complexité à l'intérieur. Donc pour permettre à tous ces cœurs de faire du calcul, on a une unité qui va permettre d'aller chercher les données, de les décoder, ce que vous avez montré Adrien tout à l'heure avec le pipelining, ça s'applique aussi au GPU. Mais comme on va faire beaucoup de calculs en même temps, en fait, on ne va pas avoir une unité de décodage et de préfetch des instructions par cœur comme ce qu'on peut avoir sur un GPU. On va essayer de mutualiser au maximum pour pouvoir faire plein de calculs en même temps. Et en fait, on a enfin, on a deux généralement, deux unités comme ça qui font du fetch et
plein de cœurs. Et après, on a un système de compte exécution qui va justement gérer comment gérer tous les calculs en même temps, on verra ça un petit peu après. Et de la mémoire partagée, donc qui est vraiment un peu l'équivalent du cache L1 qu'on peut avoir sur un CPU. Alors en termes de thread, les choses sont un petit peu différentes. Si je prends un exemple avec un cœur de calcul CPU, donc en vert, un thread, il va tourner sur ce cœur en entier. Et ensuite, si on vectorise, bah, on utilise toutes les unités de calcul de la vectorisation dedans. Mais ça, il faut utiliser des instructions spécifiques, hein. On dit il faut vectoriser, il faut utiliser explicitement les instructions vectorielles pour ça. Sinon, ça ne vectorise pas. Et si on ne vectorise pas, bah, c'est un peu ballot parce que du coup, on n'utilise qu'une toute petite partie de la puissance de calcul qu'on pourrait utiliser si on vectorisait. Et, et du coup, c'est un peu dommage parce que par défaut, en fait, on ne vectorise pas. Sur un GPU, c'est un peu différent. Donc là, en fait, un cœur, c'est plutôt un carré vert ici. Donc c'est pas la même échelle. Et le streaming multiprocesseur, c'est en termes de graphique, ça ressemblerait plutôt à un cœur CPU, mais il y a beaucoup plus de calculs possibles à l'intérieur. Donc si on a un thread, le thread il va tourner juste sur un cœur, tranquillement, sans poser de questions. Et en fait, là, c'est le hardware qui va faire la parallélisation à votre place. Donc là, vous n'avez pas besoin d'instructions spécifiques. C'est par définition. Bon, si vous lancez qu'un seul thread, vous allez sous-utiliser votre GPU, mais si vous lancez plein de threads, le GPU va se débrouiller pour que tout se passe bien et tout soit efficace. Alors en termes de hiérarchie, comment ça marche? Tout en bas, on a les threads, donc ce que je viens de vous montrer. Donc le thread, c'est vraiment attaché à un cœur en termes de hardware, quand on fait le calcul. Et c'est lui qui va faire le calcul. Donc vous avez un kernel de calcul à faire tourner, c'est lui qui va faire le calcul. Juste au-dessus, il y a le concept de warp, qui est très important quand on fait du calcul sur GPU. Alors c'est un concept qui est complètement hardware, vous n'avez pas la main là-dessus, c'est la carte qui vous dit la taille de warp. Et typiquement, c'est 32 threads par warp. De tous les GPU NVIDIA avec lesquels j'ai joué, ça a toujours été 32. Je ne sais pas s'il y a de contre-exemple, mais en tout cas, la plupart du temps, c'est 32. L'idée là, c'est d'avoir une exécution qui est synchrone. Donc ça veut dire que deux threads d'une même warp vont être exécutés en même temps. Vous avez cette garantie. Mais après, si on augmente un petit peu, donc si on arrive sur l'échelle du bloc, là, donc dans un bloc, vous me voyez venir, il y a plusieurs warps. Donc là, on est au niveau du streaming multiprocesseur. Hein, donc là, on peut encore se raccrocher à du hardware. Et là, on a plutôt entre 2 et 4 warps qui peuvent être exécutés sur ce streaming multiprocesseur. Donc on est entre 64 et 128 cœurs, donc suivant les architectures. Il faut regarder les fiches techniques parce que ça change quand même d'un facteur de 1. Donc il faut faire attention à ça. Et là, les threads sont exécutés de manière asynchrone. Vous n'avez aucune garantie que deux threads de 2 warps différentes vont être exécutés en même temps. C'est le scheduler qui se débrouille. Donc si vous voulez cette garantie, vous devez utiliser plutôt les warps. Alors après, il y a un autre concept qui est arrivé récemment, qui est arrivé l'année dernière, c'est par rapport à la taille des blocs. Parce que les blocs, en fait, quand on prend une A100 et quand on prend une H100, comme on a 108 streaming multiprocesseurs par A100 ou 132 sur une H100, en fait, un seul streaming multiprocesseur, c'est plus petit que 1% de la totalité du GPU, ce qui est un petit peu embêtant parce que si on veut faire du calcul avec des échanges de données, typiquement, entre blocs, on est très embêté parce qu'il faut passer dans une mémoire qui est globale, faut synchroniser tout le monde alors qu'on veut synchroniser peut-être que des petits morceaux entre eux. Donc ils ont rajouté l'année dernière, donc avec CUDA 12, la notion de cluster. Donc l'idée, c'est de faire un bloc de blocs, en fait, où tous les blocs à l'intérieur, ils ont le droit de communiquer entre eux. Mais on peut être beaucoup plus petit que la taille totale du GPU. Et là, c'est pour la communication entre blocs. Ça arrive donc depuis Hopper, depuis l'architecture Hopper donc, qui est sortie l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment que du software. Il n'y a pas de notion de hardware derrière ça, c'est vraiment juste pour simplifier la vie du scheduler. Et ensuite, tout en haut, vous avez le GPU complet, c'est la grille.
Et là, vous avez du coup une grille de cluster ou une grille de blocs si vous avez du CUDA qui est 11 points quelque chose, et pas 12. Et là, vous avez le GPU qui est complet, et typiquement, donc sur une Hopper, vous avez 8448 cœurs, ou sur une Ampère, 6912 cœurs, et sur une Ada Lovelace, c'est 16 000 quelque chose. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de hiérarchies différentes, il faut faire très attention justement que, typiquement, quand vous définissez un bloc, parce que vous n'avez pas accès au Warp, quand vous définissez un bloc, il faut toujours mettre un multiple de, de la taille d'une warp en termes de nombre de threads que vous voulez définir. Si vous faites du CUDA, si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas avoir des perfs excellentes. Donc ça, c'est un conseil des ingénieurs de NVIDIA, pour le coup, qui vous disent toujours de faire attention à ça. Alors, comment ça s'exécute, cette histoire? Donc là, si j'ai un thread, bon, on va partir d'une warp quand même, parce que c'est plutôt comme ça que ça s'exécute. Donc, si on a des instructions, en fait, les instructions, elles vont être exécutées 2 par 2 à chaque fois. Donc, le prefetch d'instructions va toujours chercher 2 instructions et fait en sorte que les warp vont exécuter les 2 instructions en même temps. Enfin, à la suite, mais de manière synchrone. Tout le monde fait les deux en même temps. Alors ça complique un petit peu les choses quand on a une condition. On vous en a parlé tout à l'heure, il y a Adrien qui vous en a déjà parlé. Quand on a un if, donc quand on branche dans un code et qu'on ne sait pas quelle est la prochaine instruction, ça peut poser des problèmes. Alors comment le GPU gère ce problème? Il fait comme il peut. Donc, on commence par aller faire le calcul de la condition. Donc tout le monde fait le calcul de la condition en même temps, savoir si la condition est vraie ou si elle est fausse. Et en fait, après, ce qui se passe, c'est que tous ceux où la condition est vraie, donc où ça ne branche pas, vont faire leur calcul. Les autres vont attendre poliment, parce que les threads GPU sont très polis entre eux. Et après, c'est l'inverse. Une fois qu'on arrive dans le else, là, c'est les autres qui vont faire le calcul, et ceux précédemment vont attendre poliment aussi, parce qu'ils sont toujours très polis. Ça pose un problème. Si vous avez une condition dans votre code, ça veut dire que, typiquement, votre GPU, là, il y a quand même pas mal de cas où il fait rien, ce qui est un petit peu embêtant. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, dans les calculs en général, essayez d'éviter les conditions ou transformer les conditions en calcul pour pas avoir ce genre de choses. Alors en termes de gestion de la mémoire, il s'est passé des choses. Donc classiquement, quand on gère la mémoire, donc on a le CPU, le GPU avec leur mémoire respective. Vous voulez accéder à des données par votre CPU dans la RAM, vous y accédez, a priori ça se passe bien. Si vous les avez allouées, ça se passe bien. Et si vous voulez y accéder en votre GPU, vous devez d'abord faire la copie explicitement sur votre GPU, et après votre GPU peut y accéder. Et on s'est tous fait avoir par la même chose. Hein. Si on oublie de faire la copie, on a une erreur, et le GPU nous dit, ah ben non, cette donnée-là, moi, je ne peux pas y accéder. Depuis 2020, il s'est passé des choses. Donc, il y a une mémoire unifiée, alors unifiée par software. Donc, ce qui se passe, c'est que le CPU peut toujours accéder à sa donnée. Ça, pour le coup, ça ne change pas. Mais si le GPU accède à la donnée et que la donnée n'est pas encore là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une erreur qui est catchée par le driver qui se dit « Ouh là là, je vais faire la copie ». Ni vu ni connu, le driver fait la copie, ça se passe bien, et pour vous, c'est transparent. C'est le driver qui a rattrapé le problème à votre place. Et le driver s'en sort bien, pour le coup, il s'en sort plutôt bien. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'expliciter la copie. Bon, le désavantage, c'est que si vous voulez l'expliciter et que vous avez oublié, vous n'allez pas voir qu'il y a une erreur. Sauf si vous profilez. Donc ça, on va faire ça mercredi avec Insight. Donc voilà comment ça se passe maintenant. Alors, pour ceux qui ont suivi les dernières nouveautés en termes de GPU, maintenant, il y a de la vraie mémoire unifiée qui existe en termes de hardware, donc avec Grace Hopper typiquement, où Grace et Hopper partagent la même table d'adressage, et du coup, les deux peuvent lire et écrire dans les mémoires respectives de chacun des autres. Mais bon, pour le moment, on n'a pas de hardware comme ça à vous faire tester, désolé, donc ça sera plutôt sur ce cas-là. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est combien il faut lancer de threads? Parce qu'a priori, on veut utiliser le GPU en entier, mais si vous faites du calcul CPU, typiquement, vous dites, bon, j'ai 32 cœurs, ou j'ai 16 threads hyper-threadés 2 fois, pourquoi pas. Je vais lancer à peu près 32 threads, peut-être un ou deux de plus pour gérer des IO, mais globalement, c'est à peu près le même ordre de grandeur.
Et du coup, moi, avec cette histoire de réaction de Grace-Scott, je me suis amusé à faire le calcul en CUDA, parce que pour le coup, en CUDA, on peut gérer à la main vraiment finement combien on veut lancer de cœur. Donc voilà ce que j'ai eu comme résultat. Donc sur plusieurs GPU différents. Donc l'échelle est en log, hein, en X et en Y, en termes de nombre de threads que j'ai lancés en X et en termes de temps de calcul en Y, donc il faut être le plus bas possible. Et là, la première chose qui saute aux yeux, c'est de se dire, mais en fait, si je suis sur une A100, mettons, j'ai à peu près 6000 cœurs. Si je lance 10 000 threads, alors un peu plus parce que ça colle pas avec la taille de l'image que je voulais calculer, en fait, entre là et l'optimum qui est à 700 000 threads, on a un facteur 41 d'écart entre les deux. Donc en fait, ce qui se passe là, c'est que vous ne pouvez pas juste dire on va lancer à peu près le même nombre de threads que j'ai de cœur, ça ne marchera pas. Il faut donner du grain à moudre au scheduler hardware du GPU, il faut qu'il ait des choses à faire, et pour ça, il faut lancer énormément de threads. Et là, vous obtenez la performance optimale. Donc, il faut exprimer le plus possible du parallélisme. Donc on en a déjà parlé tout à l'heure. Il faut principalement utiliser des tenseurs, des vecteurs, des choses comme ça, histoire d'avoir déjà plein de choses en parallèle. Donc typiquement, si j'ai un élément, je vais faire des calculs dessus. Bon, peut-être qu'en fait, je peux traiter plein d'éléments en même temps qui sont complètement indépendants et sur lesquels je peux exprimer beaucoup de parallélisme. Donc pour prendre un exemple, si j'ai une particule, je peux dire que la particule elle a une position en X, en Y et en Z. Et je peux me dire, là je traite une particule, mais en vrai, cette particule, je peux en traiter autant que je veux. Alors un petit truc, ça il y a Vincent qu'on a déjà un petit peu parlé en vous parlant des nombres complexes. Pourquoi on sépare X, Y et Z? Parce qu'a priori c'est juste une position, donc il n'y a pas de raison, enfin calcul sur X et sur Y, ça n'a pas une grande différence. Mais vous avez des produits scalaires, vous avez des produits vectoriels, vous avez des calculs où vous devez mélanger vos coordonnées. Comme dans les nombres complexes, vous voulez mélanger à un moment quand vous faites du calcul la partie réelle et la partie imaginaire. Donc vous voulez pouvoir y accéder en parallèle et faire des calculs vectorisés ou parallélisés le plus possible. Donc vous êtes obligé de séparer les vecteurs, justement, les données, pour être sûr de pouvoir faire ces opérations globales. Sinon, vous n'allez pas utiliser votre prefetch efficacement, comme vous a dit Adrien tout à l'heure. Et donc, de la même manière, on peut se dire, bon, en fait, j'ai une vitesse, pareil, je peux avoir des tableaux pour ça, et puis j'ai une accélération, je peux encore avoir des tableaux pour ça. Et en fait, la question à se poser, c'est, mais finalement, là, je traite la première particule, mais est-ce que je peux traiter la 20e en même temps? Est-ce que si le calcul de la 20e se termine avant la première, est-ce que c'est grave? Si c'est pas grave, vous pouvez vous dire, c'est parallèle, en fait. Et du coup, après, vous pouvez dire, ah, mais du coup, j'ai bien géré mon coût, donc, si je vectorise, je peux traiter 8 particules en même temps, ou 16 particules en même temps, si vous êtes sur du AVX 512. Et pour ça, pour vous, en fait, c'est gratuit. Vous n'avez pas à l'expliciter, vous avez bien vos données qui sont bien alignées comme il faut, vous faites votre calcul. Et du coup, tous vos calculs peuvent être paralysés au maximum. Donc là, après, vous pouvez dire, je vectorise, je paralyse sur autant de machines que je veux. Moi, mon calcul est complètement agnostique de ça. Comme ça, vous exprimez le plus de parallélisme possible. Donc, en termes de parallélisme, si je prends un exemple un peu plus terre à terre en termes d'analyse de données, si un élément, donc on continue avec un élément et qu'on se dit, en fait, on a des événements à traiter. Bon, en physique, on a un peu de chance. Les événements, généralement, ils ont le mérite d'être stochastiques. Donc, ça veut dire qu'un événement ne parle pas à son suivant et ne parle pas à son précédent. Donc, on peut traiter tout le monde en même temps, comme on a envie, et ça, c'est bien. Sauf que ça prend de la place. Donc, par exemple, si un événement, mettons, qui fait quelque chose comme 300 kilooctets ou quelque chose comme ça, on va se dire, c'est bien, je peux traiter plein d'événements en même temps. Oui, sauf que 10 000 événements, ça va coûter quelque chose comme 3 gigaoctets ou 4 gigaoctets. Et au final, on ne peut pas en mettre tant que ça dans un GPU pour pouvoir être efficace. Et ça nous embête parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut lancer 700 000 threads pour utiliser une relation efficacement. Donc, en fait, paralyser sur les événements, ce n'est pas suffisant. Il faut casser encore plus l'événement en se disant, peut-être que l'événement, finalement, il est composé de capteurs, mettons des pixels. Et peut-être que les calculs sur chaque pixel peuvent être indépendants. Et donc là, je peux gagner encore plus du parallélisme avec ça.
Et après, on peut continuer, on peut se dire, ah oui, mais mes pixels, peut-être qu'ils ont une information temporelle. Et donc là, bon, on peut appeler ça des slices, par exemple. Et là, on peut se dire, ah bah là, je commence à avoir pas mal de parallélisme. J'ai exprimé beaucoup de parallélisme, donc si je utilise des GPU, ça va bien se passer. Et là se pose un problème, dans quel sens je stocke mes données? Et pour répondre à cette question, il faut se demander qu'est-ce qu'on va en faire. Donc déjà, on peut se dire, la première étape sur ce calcul, on va dire que c'est une calibration. Donc l'idée, c'est qu'on a des valeurs et on veut les transformer en quelque chose de comparable. Donc typiquement, vous avez une tension, vous voulez avoir un nombre de photons, un nombre de particules, un nombre de charges, enfin peu importe. Vous voulez avoir quelque chose. Là, en fait, tous mes petits cubes, là, ils sont complètement indépendants. Donc je peux paralyser à ce niveau-là. Alors là, pour le coup, sur un GPU, c'est génial, parce que là, vous avez énormément de parallélisme à exprimer, et là, ça va vraiment être efficace. Après, on continue, et on peut se dire, ah, étape 2, il faut que je fasse des sommes de ces trucs-là, donc les sommes temporelles pour que ça se passe bien. Ah, donc du coup, ça veut dire que là, c'est plutôt cette partie-là qui est indépendante, et comme tout à l'heure avec ma particule, quand je fais mon calcul, je veux que plusieurs parties indépendantes puissent être sommées en même temps, parce qu'autrement, j'exprime pas assez de parallélisme et je peux pas m'en sortir bien comme il faut. Donc c'est à ce moment-là qu'on se dit, quand on fait la réduction, on va plutôt mettre des données contiguës sur cet axe-là. Comme ça, quand je fais ma réduction, je peux faire des sommes vectorisées, je peux utiliser des warps où toutes les données vont être contiguës, je peux exprimer mon parallélisme vraiment comme j'ai envie, tout va bien se passer. Donc là, en faisant ça, on peut vectoriser, tout se passe bien. En plus, on peut vectoriser l'intégration. Donc en plus de vectoriser ce calcul-là, qui pour le coup est très parallèle, on peut aussi vectoriser ce calcul-là. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc naturellement, ça va être notre dernière dimension. Donc là où on a vraiment les données contiguës. Et après, on va avoir la dimension d'après, donc juste celle-là. Donc comme vous a dit Adrien, vos instructions, il ne faut pas qu'elles soient trop loin, mais vos données non plus. Donc essayez de rapprocher le plus possible les données que vous allez sommer, comme ça vous pouvez les sommer plus facilement. Et à la fin, vous avez la dernière dimension qui va être les événements. Comme ça, vous pouvez vraiment découper ça sur des clusters comme vous avez envie, tout va bien se passer. Et donc là, à ce niveau-là, donc vous êtes au niveau au minimum du cœur de calcul, mais vous pouvez être au niveau d'un nœud, d'un cluster. Enfin, après, vous découpez ça comme vous avez envie. C'est parfaitement transparent en fait pour vous. Et ça m'amène à peut-être la chose la plus importante quand on fait du design, c'est le calcul toujours qui va déterminer le format de données que vous avez à utiliser pour faire votre calcul efficacement. Le stockage doit toujours être géré par le calcul. C'est le fait de faire ce calcul de cette manière-là fait que je dois stocker mes données dans cet ordre-là et pas un autre. Et si vous n'avez pas ces propriétés-là, potentiellement votre calcul va être extrêmement long. Parce que justement, comme disait Adrien tout à l'heure, le préfèche des données ne va pas se passer bien, il va vous ramener des données qui ne vous servent à rien et puis vous allez juste les ignorer alors qu'en fait vous auriez pu faire des choses avec. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose peut-être la plus importante, une des choses les plus importantes qu'on va vous dire cette semaine. Donc en conclusion, exprimez le plus de parallélisme que vous pouvez d'emblée, ça peut que vous aider pour passer à plus grande échelle, parce qu'il y a bien un moment où tout ce qu'on programme, ça finit par fonctionner, et quand ça fonctionne, on passe à l'échelle, et quand ça passe pas à l'échelle, on est un petit peu embêté. Donc autant faire les choses bien dès le départ. Donc, comme on vous le dit depuis tout à l'heure, utilisez des vecteurs, des tenseurs, des matrices, n'importe quoi, mais du moment que les données sont vraiment parallèles. Alors des données simples, hein, pas des vecteurs de classes compliquées, hein, vraiment des vecteurs de choses élémentaires. Ensuite, en termes de calcul, privilégiez l'algèbre linéaire le plus possible ou des choses s'approchant. Donc, vous pouvez considérer ça comme une interface standard. Dès que vous avez un calcul de matrice, vous prenez votre bibliothèque de calcul de matriciel préférée, peu importe, ça sera efficace. Et au pire, s'il y a une nouvelle bibliothèque qui sort, vous pourrez la prendre sans problème. Alors que si vous avez tout fait à la main, vous allez être embêté. Et donc, vous allez pouvoir utiliser vos bibliothèques de calcul préférées et aussi faire du calcul donc avec CUDA, avec Cocos, avec SQL, avec Vulkan, enfin avec toutes les choses. Alors, on ne va pas vous faire du Cocos cette semaine, mais bon, ça fait partie des choses marrantes qu'on peut faire aussi. Et je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ?
Et on est à l'heure, c'est fou. Ah. Bonjour, merci pour la présentation. Je me demandais, est-ce qu'il y a une méthode particulière, une manière de faire qui permet de déterminer si l'utilisation d'un GPU, enfin à partir de quel moment l'utilisation d'un GPU pour une application devient pertinente? Oui, alors déjà, si tu as de l'algèbre linéaire et que tu peux calculer énormément de choses en même temps, ça va bien se passer. Si tu peux lancer suffisamment de threads aussi, donc comme je l'ai montré, ça va bien se passer. Une chose importante aussi, c'est en termes de débit ou de latence, mais plutôt de débit par rapport à la réponse que je vais donner. Il faut réussir à envoyer suffisamment de données sur le GPU pour qu'il puisse les traiter. Donc typiquement, si tu es coincé, enfin typiquement, le truc génial pour faire du GPU, c'est de la simulation. On a très peu de données en entrée, quelques graines, quelques configurations, et après on simule des choses et après on écrit des résultats. L'analyse de données, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut réussir à ramener les données, il faut que ça prenne pas trop de place, le port PCI Express est lent, donc même s'il tourne à 16 gigaoctets par seconde par rapport au 1 Tera 5 par seconde de bande passante d'une A100 par exemple, ou au 3 Tera par seconde d'une H100, c'est ridicule. Donc du coup, voilà, faut jongler un petit peu avec ça. Il y a le concept de stream qui permet de régler deux, trois petites choses, mais voilà, c'est une chose. Après, c'est bien aussi de dimensionner les GPU comme on veut. Par exemple, là, bon, on n'en a pas parlé, mais une A100, ça peut se couper en petits morceaux, une H100 aussi. Donc typiquement, si le calcul il scale pas assez bien sur une A100, tu peux couper ta A100 en 7 morceaux, enfin 2, 3, 4, 5, enfin 2, 3, 4, 7 d'ailleurs. Et du coup, tu pourras avoir quelqu'un d'autre qui fait du calcul à côté pour mutualiser les ressources. C'est des choses qui arrivent. Bon, après, généralement, si on achète des A100, c'est pour avoir beaucoup de mémoire. Ou des H100, c'est un peu la même chose. Donc, c'est un peu ballot de la couper en petits morceaux. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut faire. C'est un peu comme transformer une A100 en T4, finalement. Voilà. Voilà. Et est-ce que les constructeurs fournissent ce genre d'informations, enfin des méthodes ouais, pour déterminer avec tel GPU en particulier? Bah, il y a Tu vois. beaucoup de tests. Alors, il y a. Après, généralement, c'est assez spécifique. Il y a pas mal de sites. Bah, Blender, par exemple, hein, fait plein de test bench sur plein de scènes de rendu pour comparer les différents GPU. Ça peut déjà donner une idée. Après, bah, il y a le blog développeur de chez NVIDIA. Il donne pas mal d'informations là-dessus aussi. Donc, en termes de conseils de programmation, en termes de conseils pour stocker les données ou des choses comme ça. Après, pour limiter la bande passante, il y a des choses qui peuvent fonctionner aussi. C'est de compresser les données, de les transférer sur le GPU, de les décompresser sur le GPU. Ça fait partie des trucs qu'on peut faire. Mais globalement, il y a vraiment beaucoup, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Mais après, faut justement, le défi, c'est de réussir à l'adapter à son problème. Mais il y a pas mal de leviers. Il y a l'overlap de la réunion. Ouais, là, c'est ça exactement. C'est ce qu'on fait avec des streams notamment. C'est en fait là. Bon, quand on a un seul calcul à faire, bon, bah, on a un seul calcul à faire, mais justement, on va voir, le GPU peut être assez malin. Et si dans le programme on dit, bon, bah, ces calculs-là, je les fais sur ce stream-là et les autres calculs, je les fais sur un autre stream, en fait, pendant qu'un stream fait du calcul, l'autre stream va faire des I/O et des choses comme ça, et ça permet de mutualiser les ressources comme ça. Merci. Quand tu dis qu'on peut se partager une carte, Ouais, c'est le MIG, c'est le Multiple Instance GPU, c'est ouais, hardware. il faut de la coopération des codes pour faire ça ou c'est Non, non, c'est hardware. C'est en fait tu lances, c'est une SMI qui fait ça. Tu le lances en disant je veux couper ma carte en tant de morceaux, alors de 2 à 7, hein, et on peut pas faire plus. Et c'est le hardware qui va se dire ah, mais en fait, je suis plus une A100, je suis 2 3G 20 GB, par exemple. Enfin, il va se déclarer comme étant autre chose comme matériel tout seul. Et la scalabilité est très bonne d'ailleurs.
que vous avez d'autres questions? Ouais. Merci. Euh, à votre avis, au niveau des... parce que vous avez dit qu'il y a des éléments indépendants. C'est mieux pour les calculs que par année. Oui. Ma question, c'est parfois que les éléments comme ça qui n'a besoin de synchroniser. Mhm. Et le temps que pour connecter, que pour copier-coller les données et synchroniser que tous les éléments comme ça, peut-être que ça prend pas mal de temps. Et, Mhm. et, et à votre avis, à quel moment on doit tout paralléliser que les calculs qui peut être que et après on doit payer que le temps que pour connecter les données que dans les moments que synchronisés. Par exemple, les diffusions que des molécules chimiques que vous avez Mhm. dit, ils diffusent indépendamment. Mais parfois, il y a des moments qu'il va faire des réactions, par exemple. C'est qu'il faut que trouver la position des particules pour faire des réactions comme ça. Et c'est-à-dire qu'on doit connecter toutes les données que des particules comme ça. Et ça prend beaucoup de temps pour copier-coller et connecter toutes les données. Et ça prend beaucoup. Et peut-être qu'on perd le performance à un moment-là. Ah oui, bah, dès qu'on essaie de réduire des données pour les mettre en commun et avoir un autre résultat et qu'on a une notion de dépendance, on peut perdre un peu de temps. Après, l'idée, c'est plus on exprime de parallélisme et plus ça va bien se passer, en fait. Et après, l'idée, justement, c'est bah ça, je pense qu'il y a certainement Vincent qui va vous en parler un petit peu demain, mais l'idée, c'est qu'en fait, quand vous paralysez votre calcul, vous pouvez dire, euh, je veux pas que tout mon calcul, par exemple, je veux pas que tout mon calcul de calibration soit terminé avant de faire le calcul d'après. Je peux très bien dire, euh, je mets les instructions les unes à la suite des autres pour tout faire à la suite, et j'ai des barrières de synchronisation, mais qui sont à l'échelle d'un événement et pas à l'échelle de tout le calcul que je veux faire, pour que ça coûte moins cher. Donc l'idée, c'est de jamais, d'ailleurs, ça c'est un principe de programmation qui est assez simple. L'idée, c'est de dire, ne faites jamais de barrière globale. Essayez toujours de limiter au maximum en disant je fais une barrière sur que ce qui m'intéresse. Comme ça, si un autre est plus rapide, eh ben, qui passe devant, c'est pas grave. Du moment qu'à la fin tout le monde a fini. Voilà, l'idée c'est ça, c'est cette histoire de barrière ou de synchronisation, il faut vraiment le limiter au maximum pour avoir les meilleures performances à la fin. Et après, l'idée c'est que globalement ça aille plus vite, en fait. C'est pas que forcément l'événement numéro 42 aille plus vite que l'autre. L'idée c'est que si le 43 est prêt avant, et ben, qu'il soit traité avant, c'est pas grave en fait. Donc voilà, c'est vraiment dès le départ de dire, je veux pas me restreindre en disant, je veux que tout le monde soit fini avant de passer à l'étape d'après. Ça coûte cher. Par contre, de dire, ah bah si cet événement-là est prêt, bah c'est parti pour la suite du calcul. Et voilà. Et du coup, on va exprimer de moins en moins de parallélisme parce qu'on va réduire des données, mais ça permet à tout d'être plus efficace en fait sur le GPU en faisant ça, quoi. Enfin, sur le calcul en général, pas que le GPU, mais sur un GPU, ça se voit beaucoup plus en fait quand on n'est pas efficace. Donc c'est ça aussi. Non. Bon. Il va falloir que je passe à la présentation d'après quand même. Faut qu'on aille manger à un moment. Là, tu présentes justement un ensemble de calculs à faire que tu charges d'un coup. Mhm. Et est-ce qu'on a la possibilité de charger en continu? Alors ça, c'est pas le genre de choses que j'ai faites. Il me semble pas avoir vu ce genre de sorcellerie. Après, les streams, enfin, tu peux les charger en données, en continu, pas en instruction. En données, ça se fait. En données, ça se fait. Pour le coup, la doc des streams est vraiment pas mal faite. Après, c'est plus du CUDA, c'est pas du NVC++ ou des choses de feignant que je vais vous montrer mercredi. Mais c'est le genre de choses qui se font. Du coup, ouais, voilà.
passer à la suite parce qu'il y a un moment où vous allez avoir faim.